Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la cave des vignerons de Buxy, à la maison Millebuis. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important, le réchauffement climatique. Allons tout de suite rejoindre nos spécialistes. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture et vous, l'émission qui parle positivement d'agriculture et de ruralité en Saône-et-Loire. Et nous allons parler aujourd'hui de réchauffement climatique et de gestion de l'eau, un problème ô combien important. Et pour cela, nous avons donc un plateau de spécialistes autour de moi. À ma gauche, j'ai Antoine Villard, vous êtes le conseiller chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et le spécialiste de l'eau. Bonjour. Bonjour. Régis Tétu, vous êtes agriculteur à Fontaine, élu Crédit Agricole et chambre d'agriculture et membre du comité ressources en eau. Bonjour. Et enfin, Martin Lechenet, vous êtes analyste data. Vous nous expliquerez tout à l'heure exactement en quoi ça consiste, au sein du pôle R&D de l'Alliance BFC. Tout à fait, bonjour. Eh bien, pour commencer, nous allons, comme il est de coutume, lancer une petite capsule vidéo de présentation d'un agriculteur. En l'occurrence, il s'agit de Guillaume Perrault, qui est éleveur bovin à Écuisse. C'est parti. J'étais dans une exploitation familiale où il y avait mon père et mes deux oncles. Mon oncle est parti en retraite, on est resté plus que 3 sur l'exploitation. Mon père est parti l'année d'après en 2020 et du coup on a dissocié le GAEC et on a créé 2 ERL. Et aujourd'hui j'ai 150 hectares et je fais 90 vélages. Étant tout seul, j'ai rediminué un petit peu le nombre de vélages aussi pour favoriser la vente directe. Le Crédit Agricole est avec nous. Ils ont continué de nous suivre du début du GAEC, on va dire, jusqu'à aujourd'hui l'ERL. On a pas mal de conseils. On a forcément le financement qui est le gros atout quand même, quoi. Depuis mon installation, le Crédit Agricole a toujours suivi mes projets. Pour le changement climatique, j'ai créé une réserve d'eau potable qui me sert à alimenter mes bovins et en même temps, je récupère l'eau de mes toits pour tout ce qui va être lavage, tout ce qui va être aussi alimentation des bovins l'été. La priorité aussi, c'est d'éviter de pomper dans le réseau. Grâce à ça, je pompe dans mes sources et je récupère l'eau pluviale de mes bâtiments. Prochainement, j'aurai des panneaux photovoltaïques sur mes 2 bâtiments d'exploitation. L'objectif des panneaux solaires, c'est d'être autosuffisant sur mon exploitation et de pouvoir redistribuer aussi sur le réseau des particuliers. Et nous voilà de retour sur le plateau pour parler de réchauffement climatique et de gestion de l'eau. Et donc nous avons avec nous Antoine Villard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation actuelle en Saône-et-Loire vis-à-vis de ce réchauffement climatique? Quels sont les impacts très concrets sur les cultures et sur les différents territoires de Saône-et-Loire? Est-ce qu'il y a des cultures, est-ce qu'il y a des territoires particuliers qui souffrent plus que d'autres? Alors on a tous connu un changement climatique très notable. On a 4 années de sécheresse pratiquement continue, de 2019, 2020. 2021 était l'exception, 2022 et même 2023 pour les sources. Donc on a un impact fort sur les cultures. Les zones qui sont les plus impactées, forcément, c'est les zones où il y a le moins de sol, les petites terres superficielles. Donc tout l'ouest du département, principalement sur massif granitique, toute la zone allaitante, où on a un impact fort sur les prairies et sur les quelques céréales qui sont faites dans cette zone-là. Dans les terrains plus profonds, ça passe le cap parce qu'on a une réserve qui permet de tenir le coup quand on a des sécheresses comme en 2020. 40 jours sans pluie au printemps, de toute façon, les sols n'ont pas la capacité de fournir assez d'eau aux cultures. Et il y a forcément des pertes de rendement importantes. Donc une différence dans le département entre l'ouest et l'est, on va dire. Voilà. Et puis quand même aussi des cultures de printemps qui sont plus affectées que les cultures d'hiver. Donc les blés souffrent moins parce qu'ils sont récoltés plus tôt. D'accord. Mais les cultures de printemps qui sont en pleine culture, comme le maïs et le soja pendant l'été, sont plus impactées par le climat. Ok. Régis Tétu, vous êtes membre donc, du comité départemental des ressources en eau. Expliquez-nous un peu comment ça se passe de l'intérieur, puisque c'est un organe important qui prend des décisions importantes l'été, notamment en cas de pénurie. Tout à fait, c'est un organe
très important qui a lieu donc en préfecture. La mission classique de ce comité, c'est de faire un état des lieux des étiages des rivières, donc sur les 8 bassins versants que comprend le département. Si on s'aperçoit que les étiages sont plus faibles par rapport aux normes qui ont été à un moment donné instaurées, eh bien, c'est le moment de prendre des arrêtés de restriction d'usage de l'eau. Et également, ce comité a une autre mission, donc je dirais c'est plus un travail de fond qui est exercé. Donc ce comité a travaillé sur des propositions de recherche d'économie d'eau, et donc qui a abouti à une charte de la sobriété des usages de l'eau, donc qui a été demandée donc par le président de la République. Donc voilà à peu près l'essentiel du travail, mais ça nous réunit assez souvent dans l'année parce que les sécheresses sont assez persistantes et il faut se réunir pour... C'est pas seulement juillet-août aujourd'hui. Exactement. Martin Lechenet, expliquez-nous tout d'abord votre métier, analyste data. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un métier quand même relativement nouveau en agriculture. Qu'est-ce que ça apporte au monde agricole et comment vous travaillez, notamment sur la question du réchauffement climatique? C'est vrai que quand on parle data, ça peut paraître un petit peu nébuleux comme ça quand on évoque le sujet. En fait, plus simplement, la data, ça consiste à identifier les questionnements opérationnels sur le terrain. Donc on pose correctement la question. Et derrière, on va alimenter un data hub avec une donnée qui est pertinente pour répondre à la question. Un data hub, c'est quoi? On peut le comparer à un silo, finalement un entrepôt de données où on va déverser automatiquement un certain nombre de données brutes, de la donnée météo, de la donnée de pratique agriculteur, de la donnée de prix de vente, de la donnée réglementaire. Et cette donnée-là brute, on va l'organiser, on va la transformer, on va la croiser de façon à créer ce qu'on appelle une donnée élaborée, des indicateurs de performance, des marges, des temps de travail, des impacts environnementaux. Et ces indicateurs, on va les restituer à l'utilisateur, le but étant qu'il prenne la bonne décision par rapport à la question qu'il se pose. On va travailler à différentes échelles, ça va de l'exploitation, où on peut analyser les performances d'une exploitation et faire ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire se comparer par rapport à ses voisins de manière automatique pour identifier des stratégies qui fonctionnent bien et qu'on peut adopter, qu'on peut étendre. Mais ça peut aller jusqu'à des échelles territoriales où au niveau d'une région, on peut se poser la question de la ressource en eau, du changement climatique et de la disponibilité en eau pour les cultures à l'horizon 2100, comme on a pu le faire. Alors justement, oui, c'est ces projections que vous avez réalisées, à horizon 2050, 2070, 2100, qu'est-ce qu'elles nous enseignent, toutes ces projections? Est-ce qu'elles nous font peur? Ou d'abord, peut-être comment vous avez travaillé, sur quel... Tout d'abord, il y a un point très important, c'est issu d'un partenariat qu'on a eu entre nous, Union de coopératives, on a un service R&D, et puis derrière, on a fait des ponts avec l'INRAE, à Dijon, on a un gros pôle INRAE, et l'Institut Agro de Dijon, et on a pris un contrat plan de relance qui nous a permis de recruter pendant 2 ans un postdoc, donc quelqu'un qui a terminé son doctorat et qui a fait de la recherche pendant 3 ans et qui pendant 2 ans va se consacrer complètement au sujet. Son travail, ça a été de collecter l'information des types de sols, de l'occupation des sols par les cultures ces 5 dernières années, de la météo aujourd'hui et de la météo demain, et il a construit un petit modèle de bilan hydrique qui permet jour par jour d'évaluer le besoin en eau de la culture et derrière sa satisfaction par rapport à une réserve en eau qui correspond au sol et une offre en eau par les précipitations. Alors, quel est du coup le bilan? Est-ce qu'il faut s'inquiéter grandement à l'horizon 2050 ou plus tard ou... La réponse est quand même que oui, on est dans une dynamique de changement. Donc aujourd'hui, l'eau est le premier facteur limitant de la production en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça on le savait déjà, mais ça a permis de le requantifier et de le réaffirmer. Et demain, on va vers une évolution, Antoine l'a dit tout à l'heure, les cultures ne vont pas toutes être touchées de la même manière, mais à l'horizon 2100, il y a certaines cultures qui seront très lourdement impactées, en tout cas certaines années, si on ne change par le stress hydrique. Globalement, nous on sort une moyenne de 12% de répercussion rendement de ce stress hydrique à l'horizon 2100, on peut se dire 12%, c'est pas énorme, mais en fait ça cache derrière cette moyenne énormément de variabilité d'une région à l'autre, énormément de variabilité d'une culture à l'autre, les cultures d'été étant clairement beaucoup plus impactées que les cultures d'hiver, et puis ça cache aussi une variabilité interannuelle, c'est-à-dire que certaines années on va prendre une grosse pilule, comme on dit, donc ça va faire très mal, puis certaines années on aura l'impression que c'est une année type année normale ou plutôt une bonne année. Et donc cette instabilité est aussi source, quand on parle de robustesse, en termes de risque, on ne peut pas se permettre d'avoir des années où on se prend comme ça des pilules. Je reviens vers vous, Régis Tétu. Manque d'eau, vous êtes irriguant sur une partie de votre exploitation.
Expliquez-nous d'abord quel rôle joue l'irrigation sur votre exploitation, et puis sur le département en général. La Saône-et-Loire n'est pas un grand département d'irrigants, mais quand même. Donc oui, effectivement, sur mon exploitation, bon, pour la situer, j'ai une exploitation relativement moyenne, puisqu'elle fait 260 hectares pour 2 associés, c'est un GAEC. Donc l'irrigation, c'est vrai qu'elle apporte une certaine plus-value en termes de rendement. Et également, c'est une assurance récolte, ça il faut pas nier, parce qu'on mène à bout jusqu'à la maturité sa récolte dans de bonnes conditions. Ce qui se passe dans les exploitations qui irriguent en Saône-et-Loire, c'est qu'avec les restrictions qui sont prises, pour mener à bien nos récoltes, on irrigue surtout des cultures que l'on peut irriguer lorsqu'on est en crise, c'est-à-dire les maïs semences. Donc il y a heureusement pour la Saône-et-Loire une filière de maïs semences, et c'est avec cette culture que je valorise l'irrigation sur l'exploitation. D'accord. Et puis pour la Saône-et-Loire, effectivement, c'est un petit département parce qu'il y a 2 millions de mètres cubes d'eau qui se passent dans la production végétale, on va dire, donc essentiellement le maraîchage et aussi donc un peu la culture de maïs et de soja. Mais c'est vrai que 2 millions de mètres cubes, quand on compare le département de l'Ain qui a plus de 40 millions et le département de l'Allier à 36 millions, effectivement, on a un petit département d'irrigants. Antoine Villard, comment la Chambre d'agriculture prépare l'avenir? Quelles vont être les évolutions probables des filières? Alors il y a une culture dont on parle beaucoup, c'est le sorgho fourragé, mais il y a certainement d'autres pistes. Est-ce que les captages en eau, les forages vont être l'avenir, ou les retenues collinaires vont être l'avenir? Les retenues collinaires, pour nous, ce n'est pas la solution universelle. Ça sera peut-être une solution pour des produits à haute valeur ajoutée, comme on l'a dit tout à l'heure. Un peu à l'image de ce qui s'est fait dans la Loire ou dans le Rhône, où de nombreuses retenues ont été faites. Quand on parle retenue, souvent on parle bassine, ça peut être un gros mot. C'est plutôt des petits ouvrages pour de la valorisation, comme c'est fait dans le Rhône, peut-être pour du maïs en silage dans des zones de production fourragère, ou peut-être d'autres productions plus spécialisées, comme du maraîchage, qu'on veut relocaliser à l'avenir, ou peut-être de l'arboriculture. C'est là où on aura besoin de le faire, ça ne sera pas des centaines d'hectares. C'est illusoire de penser que tout va se combler par l'irrigation, ne serait-ce que la quantité de l'eau, l'impact que ça aura sur le sol. Il y a une réglementation qui est légitime, qui impose un certain nombre de contraintes pour créer ces ouvrages. Mais on va être amené à en faire de plus en plus. Du reste, c'est assez symptomatique. Il n'y avait pas d'aide de la région Bourgogne-Franche-Comté ces dernières années. Maintenant, on la demande via l'Europe. Alors que dans Rhône-Alpes, ça fait des années qu'il y a eu des aides, et c'est bien pour ça qu'ils avaient développé ce genre de choses. Après, sur votre deuxième partie de question sur les cultures qui se changent, les agriculteurs n'ont pas attendu pour modifier les choses. Il y a beaucoup de modifications. On travaille sur les variétés, sur les choix d'espèces. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à l'orge par rapport au blé dans certains secteurs qui sont plus précoces. Donc, on a un essai à Janelli là-dessus. On travaille sur des cultures qui pourraient remplacer, vous avez parlé du sorgho fourragé, dans des zones où le maïs en silage est en grande difficulté et a perdu des quantités de surface. C'est peut-être une opportunité. Et puis, avec des cultures dérobées, qu'on pourrait faire aussi derrière certains sorghos, qu'on pourrait faire derrière certaines céréales. D'accord. Donc voilà le travail, et sans compter le travail qui est fait aussi sur la vigne. Il y a beaucoup de travail, alors là c'est beaucoup plus long terme, tout le travail sur il y a des projets d'agroforesterie, des expérimentations sur des cépages, etc., ou des variétés un petit peu différentes. Résistantes à la sécheresse. Régis Tétu, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir quand vous regardez votre exploitation, votre associé, je crois que vous êtes en GAEC, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Est-ce que ça a déjà entraîné d'ailleurs des changements très concrets sur votre exploitation dans le calendrier agricole ou d'autres calendriers de plantation? Alors, effectivement, quand je viens d'écouter Antoine, effectivement, je peux être plutôt confiant en l'avenir parce qu'il a donné des exemples d'adaptation ou de plantes qui sont résilientes à la sécheresse. Donc, dans un avenir plus ou moins proche, mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir, surtout, je pense, en production végétale. Mais tout dépend aussi d'avoir une certaine ressource en eau. Parce que si les sécheresses s'intensifient, effectivement, sans eau, ça sera difficile. Je pense que la Saône-et-Loire devra développer son irrigation pour pouvoir être résiliente aux sécheresses. Après, du côté de la zone élevage, ça sera peut-être un peu plus difficile parce que les prairies qui sont cramées depuis fin mai, tout ça, ça reste des prairies et ça sera
peut-être un peu plus compliqué de passer les sécheresses pour cette production. D'accord. Martin, du côté de BFC aussi, on fait quelques essais pour l'avenir de plantations qui nous font penser un peu au sud de la France. Je vous laisse décliner un petit peu tout ce que vous testez pour l'avenir. Oui, du coup, pour prendre la suite, quand on a dépeint le tableau, qu'on voit la situation dans laquelle on est, derrière, la question de l'adaptation, vous l'avez bien évoqué, elle est importante. Et donc, du coup, on a mis en place depuis 4 ans maintenant des plateformes dites nouvelles cultures où on va tester des candidats à l'adaptation au changement climatique. Et en effet, il y a parfois des choses qui sont très exotiques. Ça va de cultures annuelles comme de la chia, du quinoa ou du chanvre oléagineux qu'on travaille, jusqu'à des cultures du type de l'abricotier en passant par la lavande, le thym, la sarriette. Alors il y a un point important, c'est que tester la pertinence agronomique d'une solution, s'imaginer sa pertinence demain dans un contexte de stress hydrique accru, ça c'est bien, mais après il faut aussi raisonner les filières, et ça c'est le cœur de métier, c'est de se dire il faut structurer quelque chose qui soit rentable pour l'agriculteur sur le long terme, et puis quelque chose qui participe à la relocalisation des productions, c'est-à-dire à la sécurisation alimentaire régionale. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que irriguer une culture d'exportation, c'est pas la même chose que d'irriguer une culture à destination locale. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de pédagogie parce qu'on ne fait pas la différence entre une retenue collinaire intersaisonnière et une bassine. Et tout réside aussi là-dedans. C'est des projets collectifs qui ne sont pas que pour les agriculteurs, qui sont vraiment au service du collectif et de la sécurité alimentaire régionale. D'accord. Le mot de la fin, Antoine Villard, pour vous. On a eu un automne assez pluvieux. C'est le moins qu'on puisse dire, on n'avait plus l'habitude. Est-ce que ça veut dire que l'été qui arrive, les cultures vont forcément bien se passer ou sait-on jamais, si jamais il faisait le printemps et l'été étaient très très chauds? Alors sur les cultures, on remet le compteur à zéro au mois de mars. D'habitude, on a l'habitude de dire les sols, la réserve des sols est pleine au fin mars, et à partir de là, il fait plus sec et les plantes transpirent. Donc pratiquement, c'est le climat d'avril et mai et juin qui fera la sécheresse pour les rendements du blé, par exemple, et puis juillet-août qui fera pour le maïs. D'accord. Donc on ne peut rien en dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les nappes se sont bien réalimentées. On n'a pas de souci, même à d'horizon assez moyen, de réalimentation de nos nappes. On a des nappes superficielles, donc elles sont réalimentées. Il n'y aura pas de souci, comme l'année dernière, où c'était un peu exceptionnel. On a eu un hiver très sec, et donc dès le mois de mars, on avait une alerte. Et donc on l'a tenu, même s'il a plu un peu tout, les plantes n'ont pas trop souffert du sec l'année dernière, mais les rivières étaient basses, et très très basses, exceptionnellement basses, donc on a des débits très faibles, c'est pour ça qu'on les a arrêtés sécheresse. Donc je pense que raisonnablement, jusqu'au fin juin, il n'y aura pas de souci comme l'année dernière, on ne va pas commencer au mois de mai, mais après, s'il fait très sec et très chaud, on pourrait avoir les mêmes difficultés qu'on a eues en 2020 ou 2019. Ok. Très bien, mais je vous remercie tous les trois pour ce débat qui était fort intéressant. Merci. En attendant de consommer de la lavande de Saône-et-Loire, si vous aimez votre territoire et votre agriculture, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Je remercie Pascal Sandrin et toute son équipe à la technique. Je remercie Anissa Kellil qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Je remercie bien sûr Cédric Michelin et David Bergeret de l'Exploitant de Saône-et-Loire. Et enfin, merci à nos fidèles partenaires sans qui cette émission n'existerait pas. La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le département, le Crédit Agricole Centre-Est, le groupe FDEACA JA 71 et l'interprofession Interbev qui nous offre ses recettes comme il est de coutume. Alors aujourd'hui, c'est les conchiglioni farcis au veau, aux courgettes et aux carottes. Bon appétit à tous et à bientôt.